La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous accueillons Rachel Flore-Pardo. Bonjour Rachel Flore-Pardo, excusez-moi. Alors, vous êtes tête de liste dans le 17e arrondissement de Paris pour Pierre-Yves Bournazel. Vous êtes aussi avocate, connue pour votre engagement contre les violences sexistes et sexuelles et le cyberharcèlement. Vous êtes l'autrice d'un podcast, Les œufs au frigo, podcast qui explore, si je ne me trompe pas, le sujet de la congélation d'ovocytes et les nouveaux désirs de maternité. Et ça a du sens que vous l'affirmez, vous serez, si vous êtes élu maire du 17e, la mère des familles. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de ma première question, notamment sur les familles. Vous voulez offrir, on va parler d'abord des choses qui intéressent les familles, c'est les gardes supplémentaires, c'est tout ce qui est crèche. Et vous voulez offrir alors 10 000 solutions, j'imagine c'est au niveau de Paris tout entier. Absolument. Mais justement, ça permettrait de répondre aux 1000 places en crèche manquantes dans le 17e arrondissement, et notamment avec une formation de professionnels de la petite enfance et une priorité d'accès au logement social. On va revenir sur la priorité d'accès au logement social parce que vous en parlez aussi sur d'autres aspects, mais ce plan de formation de professionnels de la petite enfance, comment il s'articule ? En fait, l'idée, c'est vraiment de partir d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, Paris se vide de ses habitants. C'est-à-dire qu'on voit les familles s'en aller. Ensuite, on se demande pourquoi les familles s'en vont, pourquoi elles quittent Paris. Et c'est intéressant de regarder les fondements de ce départ. Et en fait, d'abord, la première raison, c'est le logement. C'est qu'en fait, les familles n'arrivent pas à se loger à Paris. Et ensuite, s'ajoute la question des modes de garde. Et en réalité, quand on regarde précisément pourquoi les familles partent, c'est le cumul de ces difficultés, c'est le cumul de ces difficultés du quotidien. Et le fait de ne pas trouver de logement à un prix abordable, plus le fait de ne pas trouver de place en crèche, de se retrouver parfois avec des solutions de garde privée chez soi, tout cela a un coût qui rend très compliqué pour les familles le fait de rester à Paris. Et donc parfois, certains se retrouvent confrontés à ce choix que je trouve insupportable, c'est-à-dire avoir un enfant ou rester à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a son enfant, et c'est le cas pour beaucoup de familles dans le 17e, je tiens à le dire parce que c'est important, le 17e arrondissement, c'est un arrondissement qui est perçu comme étant un arrondissement familial. Et en effet, c'est un arrondissement qui a encore beaucoup de familles. Néanmoins, et j'ai rencontré le chef de service de la maternité du 17e qui nous dit que tous les jours, il se demande s'il ne va pas fermer. Tous les jours, parce que le nombre de naissances a tellement chuté, il est passé de 1200 naissances dans le 17e, dans cette maternité, en 2022, à 900 naissances en 2025. Donc, on voit bien, là, l'effet massif de tout cela. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une urgence, je crois, c'est en effet de répondre à ces problématiques de garde. Et donc, ce plan de formation des personnels de la petite enfance, il implique, en fait, de revaloriser ces métiers-là, de proposer des reconversions professionnelles aussi, quand, par exemple, certaines classes sont fermées à d'autres niveaux. Ça, c'est un plan qui se fera à l'échelle parisienne. Mais moi, ce que je veux, c'est sans attendre, agir au niveau local, au niveau de l'arrondissement. Et pour agir au niveau de l'arrondissement, j'ai des idées qui sont très simples et très concrètes à mettre en place. Parce qu'en fait, pour moi, le rôle d'un maire d'arrondissement, c'est en fait d'être facilitateur, de faciliter la vie des gens au plus près du terrain. Et en fait, aujourd'hui, il y a un manque de ressources d'informations où on pourrait trouver tous les modes de garde disponibles dans l'arrondissement, où on pourrait plus facilement trouver des cofamilles quand on ne trouve pas de solution de place en crèche. Et ça, je crois que c'est vraiment le rôle d'un maire d'arrondissement. C'est une question de communication, c'est ça ? Enfin, c'est plutôt on va dire, est-ce que le système aujourd'hui, vous considérez qu'il fonctionne bien et qu'il s'agit juste de le faire plus d'exploiter ? Non, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a un manque de place en crèche. Ça, c'est clair. Le manque de place en crèche, c'est pas un manque de place physique, c'est un manque de personnel de la petite enfance pour s'en occuper. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont des métiers qui ne sont pas assez valorisés dans notre société et c'est très important de rappeler à quel point ce sont des métiers essentiels. Rendez-vous compte. Vous parlez de valorisation juste financière ou c'est plus global que ça ? C'est plus global que ça. C'est le statut social, c'est de mieux considérer ces gens-là. Je crois que c'est important de le dire. Et quand en fait, vous retrouvez avec la plupart des gens qui travaillent dans le secteur de la petite enfance qui doivent faire des kilomètres et des heures de transport pour aller travailler à Paris, c'est insupportable. On ne se sent pas considéré quand on est traité comme ça. Et c'est pour ça que l'accès prioritaire au logement social est essentiel. Du coup, il faut monter le pourcentage d'accès au logement social pour ces personnes-là qui travaillent pour les mairies ? Absolument, pas pour les mairies seulement, qui travaillent en gros, qui sont au service des Parisiennes et des Parisiens. C'est ça le sens de ce que je dis là. Je crois qu'en effet, c'est important de revaloriser les choses de cette façon parce qu'on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. Moi, je vous l'avais dit en préambule, mais je suis très attachée à un de mes combats, ce qui fonde mon engagement, c'est ce combat féministe.
pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand on regarde bien, en fait, ce combat, il est loin d'être terminé. On pourrait se dire, en France, oui, on a l'égalité des droits. En théorie, dans la loi, c'est vrai, mais en pratique, sur le terrain, c'est plus compliqué. Et en fait, les grandes inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes en France, c'est quoi ? C'est les inégalités du quotidien, l'inégalité salariale, l'inégalité dans la charge de la parentalité. Et à ce moment-là, dans ce moment précis de la vie des familles et de la vie des femmes, la question du mode de garde est cruciale. Parce que dans la quasi-totalité des cas, si on ne trouve pas de mode de garde, à la fin, qui est-ce qui se retire du marché du travail ? Eh bien, ce sont les femmes. Et derrière, ça crée quoi ? Ça crée des situations de dépendance économique, ça fait que le départ, notamment dans les cas de violence conjugale, est plus compliqué. Et en fait, ça prive les femmes de leur liberté et de la liberté fondamentale de concilier carrière et maternité. J'imagine que ça rentre là-dedans aussi. J'ai vu une de vos mesures, c'est une carte parents solo. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce que ça concerne ? Parce que visiblement, on sait que la plupart des personnes qui sont parents solo, c'est justement des femmes avec des enfants. Mais c'est pas que ça, mais il y a ça beaucoup. Est-ce que c'est justement comment on facilite la tâche ? Comment avec cette carte parents solo, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour que nos auditeurs... En fait, c'est une carte qui va permettre de faciliter l'accès aux cantines, de réduire les tarifs dans certains cas, parce que déjà, quand vous êtes une famille à Paris, j'expliquais à quel point certains coûts sont importants. Le premier coût, et qui est aussi le premier contraceptif, et j'espère qu'on y reviendra, c'est quand même la question du logement. Et ensuite, c'est la question évidemment des modes de garde et des coûts que ça a quand on veut concilier, quand on doit travailler, et quand on est parent solo, on est parfois encore plus contraint de travailler parce qu'on n'a pas de revenus. Donc c'est très lourd d'abord d'avoir une famille à Paris, ça l'est évidemment encore davantage quand on est parent seul. Et parent solo, c'est en effet dans la très très grande majorité des femmes qui le sont, et donc cette carte, c'est une carte d'avantage. Et je crois que c'est important de dire que voilà, parent solo, c'est un terme qui peut aussi parfois être entendu comme étant négatif, péjoratif, mais je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est de repenser un peu la ville comme un village où en fait chacun prend sa part et aide les familles et aide à mieux accueillir les enfants. Et ça, je crois que c'est essentiel. Vous savez, j'ai placé les familles au cœur de mon projet, mais quand je fais ça, je veux pas oublier celles et ceux qui n'en ont pas de famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi que soit présent dans ce programme, dans ce projet que je porte pour le 17e arrondissement avec mon équipe, eh bien, un meilleur accompagnement dans les parcours de fertilité. Parce que parfois, on aimerait avoir une famille et on n'y arrive pas. Et un couple sur 4 aujourd'hui est dans un parcours de procréation médicalement assistée, parfois même, et de plus en plus, et j'en parle dans le podcast auquel vous faisiez référence, les femmes qui ont entre 29 et 37 ans usent de ce droit qui est nouveau pour elles, la congélation d'ovocytes. Et en fait, la vérité, c'est que tous ces parcours, ils sont vécus parfois avec de grands sentiments de honte et de solitude et une certaine stigmatisation. Et je crois que c'est important de tendre une main vers ces gens-là, de ne pas les laisser seuls et de ne pas les considérer. C'est pour ça que je voulais aussi porter à travers ce programme ce souhait qu'il y ait un meilleur accompagnement. Et je crois, oui, que notamment en recensant les informations disponibles, en recensant les centres de PMA, en recensant aussi les associations qui accompagnent ces femmes et ces hommes. Et les problèmes de fertilité, ce n'est pas que féminin, ça peut aussi concerner les hommes. Je crois que c'est un geste aussi qu'on fait vers eux et c'est comme ça qu'on fait un peu mieux, un peu plus société. Vous en avez parlé, la question du logement, elle est fondamentale. Il y a des personnes qui vont justement pas vouloir avoir d'enfants parce qu'il y a une problématique avec le logement. Vous, dans votre programme, et c'est celui aussi de Pierre-Yves Bournazel, c'est l'idée de remettre 6 000 logements sur le marché pour le 17e. Donc 60 000 à Paris, mais pour le 17e, c'est 6 000. Il y a aussi la rotation du parc social qui est plus importante, qui doit être faite. Il y a une rénovation des passoires thermiques. J'ai une question sur cette rotation au sein du parc social. Souvent, ce qui va être dit aux personnes qui ont ces programmes-là, c'est qu'en fait, c'est difficile pour les gens de partir d'un logement social parce qu'en fait, ils n'ont aussi pas d'offres intermédiaires. Comment on arrive à recréer des offres intermédiaires sans construire, parce que c'est compliqué de construire à Paris vu que c'est très dense. Comment, dans un programme, on peut s'assurer, et vous pouvez vous engager auprès des auditeurs auditrices, ou même plutôt auprès de vos électeurs en réalité, que vous allez faire ça et que c'est possible justement de permettre cette rotation-là? En fait, l'idée, elle est simple. D'abord, j'aimerais expliquer le concept de rotation au sein du parc social parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est qu'en fait, parfois, vous accédez à un logement social à un moment où vous êtes une famille à 1, 2, 3 enfants en étant en couple. Et peut-être que progressivement, les enfants vont grandir et qu'un jour, ils vont quitter la maison. Et qu'après, vous allez vous retrouver dans cet appartement avec 1, 2, 3, 4 chambres, mais que vous allez être plus qu'à 2 ou peut-être plus que seul. Et qu'en fait, l'idée, c'est que on vous propose, on vous aide à accéder à un logement qui soit
plus adapté à votre situation, donc plus petit, en vous créant une réduction de loyer sur les 5 prochaines années pour vous inciter à faire ce changement-là, incitation qui n'existe pas à ce jour. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes incité financièrement à faire ce changement, donc vous y avez peut-être un avantage, et derrière, on permet à des familles de se loger à Paris. Et juste pour revenir à cette idée, et je crois que c'est très important de le dire, on passe de plus en plus de la baisse de la natalité. Et je crois que c'est très important de regarder ce sujet avec un œil libéral. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de regarder pourquoi les gens font moins d'enfants qu'avant. Est-ce que c'est un souhait ? Est-ce que c'est un désir ? Ou est-ce que c'est le fruit d'une impossibilité et d'une contrainte ? Et quand on regarde les chiffres avec précision, avec attention, on se rend compte qu'en fait, les hommes, les femmes font moins d'enfants qu'ils n'en voudraient. Les femmes désirent en moyenne entre 2,2 et 2,3 enfants par femme. Et elles en ont en moyenne à peu près un peu plus d'1,5. Et qu'est-ce qui explique cet écart entre désir et réalité ? Eh bien, ce sont précisément les difficultés du quotidien. Et parmi elles, les questions du logement, les questions de mode de garde, les questions aussi de la rencontre amoureuse, à un moment où on se sépare davantage, à un moment où on n'a jamais vu autant de célibataires en âge d'avoir des enfants. Et c'est pour ça que l'économiste Maxime Zbeyi, dont j'admire énormément le travail, dit ceci, il dit très simplement qu'en fait, le logement, c'est le premier contraceptif. On renonce un deuxième, un troisième enfant parce qu'on n'a pas les moyens de payer la chambre supplémentaire. Et donc, avec ces propositions avec Pierre-Yves Bournazel, on tente d'y apporter un début de solution. Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque, parce que vous parlez notamment d'Airbnb, enfin de l'esprit initial d'Airbnb, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible de revenir à cet esprit initial et qu'en fait, c'est pas un problème aujourd'hui, qu'il ne faut pas plus réguler pour permettre justement d'avoir des logements intermédiaires et permettre cette rotation ? Je pense que c'est les deux ensemble qu'il faut faire. En tout cas, c'est le projet que nous portons aujourd'hui avec Pierre-Yves Bournazel. Donc là, parce que là, si je lis bien, c'est en donnant des garanties aux propriétaires, en revenant à l'esprit initial d'Airbnb. C'est quoi l'esprit initial C'est d'Airbnb ? réduire encore le nombre de nuitées autorisées et faire plus de contrôle. C'est-à-dire qu'en effet, c'est ce que vous disiez précisément, c'est s'assurer. L'esprit initial d'Airbnb, c'est que de temps en temps, quand on n'est pas là, on le loue, mais ça ne devient pas un vrai business quand ce n'est pas votre métier. Donc c'est l'esprit initial de ceux qui louent leur appartement plus que de ceux qui contrôlent, qui dirigent Exactement. On a parlé un peu des enfants et on a parlé aussi, c'est un peu l'actualité, même c'est carrément l'actualité, parce que là, on est mardi pour l'enregistrement et ce matin, il y a eu une révélation d'un nouveau cas d'animateur du périscolaire visé par 3 plaintes pour viol sur mineur dans le 15e. Et ça a beaucoup choqué, ça critique parce qu'il y a un manque de transparence et notamment du parcours. Parce que visiblement, cet animateur du périscolaire a pu changer d'école alors qu'il avait déjà été mis en place. Ce matin aussi, il y a eu Pierre-Yves Bournazel qui a mis en place, et même si c'était déjà dans votre programme, un nouveau règlement du périscolaire parisien avec 10 mesures. Parmi ceux-là, il y a plus de contrôle, il y a un renforcement des animateurs du périscolaire. Quand on regarde, il y a des règles, par exemple, BAFA obligatoire au bout de 2 ans. Ça, on peut se demander en quoi ça change d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà cette incitation-là, si je ne me trompe pas. Dans le contrôle, est-ce que c'est vraiment quelque chose, à quel ordre il faut être pour pouvoir vraiment bien contrôler ? Comment il se passe ce contrôle ? Est-ce que c'est vraiment possible de faire beaucoup mieux aujourd'hui que la mairie actuelle ? Je crois que c'est en effet beaucoup mieux, parce qu'en fait, d'abord, je veux juste dire un mot. J'aimerais vraiment avoir une pensée pour les enfants qui ont subi ces violences-là et pour leurs familles, parce que ce sont des drames. Et vous savez, je suis avocate et ce que je fais au quotidien dans ma vie, c'est que j'accompagne des victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc je sais les conséquences que peuvent avoir ce genre de faits sur la vie d'un homme ou d'une femme. Et je veux dire que ce n'est pas rien. Et je veux aussi dire que quand un enfant parle, quand il a le courage de parler, eh bien, il faut considérer sa parole. C'est pas parce que c'est un enfant qui parle que cette parole a moins de valeur qu'un autre. Et ça, je crois que la parole des enfants qui ont pourtant réussi, eu le courage de dénoncer des faits de violence sexistes, de violence sexuelle ou de violence tout court, commises sur eux par des animateurs du périscolaire, elle est précieuse. Et je crois que cette parole, oui, elle a été déconsidérée, méprisée peut-être, par la mairie de Paris, quand on voit qu'en fait, alors même que des enfants avaient parlé, des animateurs ont soit été laissés en poste, soit été déplacés vers d'autres établissements, je crois que c'est criant d'à quel point en fait, on se disait qu'en fait, c'était pas si grave ou cette parole n'avait aucune valeur. C'est comme si en fait, la ville de Paris avait encore, et je suis effarée de le constater, méprisé tant la parole des enfants que la gravité des faits de violences sexistes, sexuelles ou de violences sur mineurs. Et je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir une parole forte parce que est-ce que ça aurait pu être empêché ? Je me suis posé la question et j'avoue avoir été
très choqués, très gênés, très dérangés par ce rapport qui avait été remis pourtant à la ville de Paris, qui date de 2015 et qui alertait sur le risque que présentait le périscolaire, avec cet usage sans mesure de non permanents, de non titulaires, des personnes qui viennent et qui finalement récupèrent un poste sans presque aucune qualification. Et il y a eu de certains journalistes de très longues et fournies enquêtes journalistiques qui ont démontré qu'en fait, on n'avait pas besoin de grand-chose pour être recruté dans le périscolaire à Paris aujourd'hui, alors même qu'on est au contact de nos enfants. Et ça crée... Non mais je tiens juste à dire, ça crée une angoisse, une peur chez tous les parents parisiens. Et je crois que ça, c'est pas rien, en fait. Et il est important d'y accorder de l'attention et de l'importance. Donc en fait, quand on dit que demain, après un signalement, il y aura un principe de précaution qui fera qu'en fait, l'animateur ne sera pas replacé au contact d'autres enfants. Je crois que c'est important. Et je veux dire une chose, je crois que chaque adulte qui sera placé au contact de nos enfants doit impérativement être formé à ce qu'est la prévention du harcèlement et à ce qu'est la prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors ça doit aller de pair avec un contrôle qui sera beaucoup plus important, qu'expose Pierre-Yves Bournazel en détail dans le plan qu'il a sorti ce matin, plan qu'il veut être sa première mesure. Et je lui en suis reconnaissante parce qu'en effet, je crois que protéger nos enfants, ça doit être une priorité absolue. Et notamment dans les mesures que vous voulez mettre en place, c'est la titularisation de 7000 vacataires qui sont aujourd'hui vacataires. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose, c'est un défi qui paraît compliqué parce que c'est aussi un poste vacataire où en fait ça vient dépanner, j'imagine, à certains moments dans les mairies. Comment on arrive à mieux contrôler ça ? On change de fonctionnement, on investit là-dedans et évidemment, c'est important. On parle de la sécurité de nos enfants. Comment est-ce qu'on peut se dire, mais en fait ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur le mode de garde. Comment est-ce qu'on permet aux familles de rester à Paris ? Eh bien, il faut à la fois les aider à trouver des modes de garde, évidemment pour leurs enfants, et même ce terme mode de garde parfois me gêne un peu parce que on n'attend pas juste des personnes qui gardent des enfants, qui les gardent. On attend qu'ils les éduquent, qu'ils les aident à s'élever, à se développer. C'est ça qu'on attend de celles et ceux qui sont tous les jours au contact de nos enfants. Et on attend aussi que nos enfants soient dans ces lieux où on les dépose le matin en sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire vraiment au niveau de l'arrondissement et au niveau d'une mairie, où en fait on voit, c'est beaucoup médiatisé sur Paris, et légitimement vu ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose qui arrive aussi dans plein d'autres endroits, et tous ces aspects qui touchent à l'enfance. Est-ce que vous avez l'impression que la loi doit changer, ou c'est plus son application qui doit être plus rigide ? En fait, en effet, ça arrive partout. C'est-à-dire que Paris n'est pas un cas isolé. Maintenant, moi, je suis candidate ici, alors je me concentre sur ce que je suis en capacité de faire. Mais évidemment que le problème concerne la France entière. Ce mépris des violences sexistes et sexuelles, il a été pendant des années existant dans un mauvais traitement judiciaire de ces affaires-là. Et je veux dire que le mouvement MeToo, en 2017, a permis de nous faire avancer. Et que depuis 2017, on a fait beaucoup. Moi, j'ai beaucoup milité pour qu'on ait une meilleure prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles dans la loi, par la justice, par l'institution judiciaire, parce que je suis convaincue qu'en fait, là où la justice échoue à répondre, à accompagner des femmes, des hommes qui sont victimes d'infractions pénales, et ben c'est un peu notre contrat social qui est fragilisé. Et aujourd'hui, si je m'engage dans cette élection, c'est parce que je sais les conséquences de ces violences-là, des violences sexistes, sexuelles, et je veux aussi agir en amont, en prévention, prévenir ces violences, agir comme je le peux à l'échelle d'un arrondissement pour m'assurer qu'en fait, les services de la ville sont formés à ces enjeux-là. Et d'ailleurs, je vais même plus loin. Je veux non seulement que les services de la ville soient formés, les agents municipaux, mais je veux aussi que tous les habitants le soient. Parce que c'est un fléau tellement énorme qu'en fait, la justice ne suffira pas. Parce que d'abord, la justice arrive trop tard. La justice arrive une fois que les faits sont commis. Mais si on veut vraiment mettre un terme à ce fléau massif que sont les violences sexistes et sexuelles, c'est toute la société qu'il faut sensibiliser. Et pour sensibiliser toute la société, il faut commencer par son quartier, par à côté de chez soi et par son arrondissement. Et c'est ce que je ferai si demain je suis élue maire du 17e. Et par rapport à ça, concrètement, ça se fera comment ? Ces associations qui s'en occuperont ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez créer en termes de formation ? Comment on va mettre ça en place ? Alors, moi, j'aimerais vous parler d'une chose, c'est de ce que je veux faire dans le 17e, parce que j'aimerais en faire un arrondissement pilote de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales. Et j'aimerais à votre micro saluer le travail absolument extraordinaire que font les associations sur ce terrain-là, d'accompagnement des victimes, de prise en charge des dossiers. Encore ce matin, j'étais avec le centre social Porte-Pouchet qui me racontait les difficultés qu'ils ont avec certaines femmes qu'ils accompagnent, qui sont victimes de violences conjugales et qu'ils n'arrivent pas à partir parce que justement, elles
ils n'ont pas les moyens de partir. Et ce que j'aimerais, c'est qu'au niveau de l'arrondissement, il y ait une meilleure coordination des acteurs associatifs et une meilleure aussi formation de la police municipale à ce que sont les violences sexistes, sexuelles, conjugales. C'est des violences qui sont très subtiles, qui parfois surviennent dans l'intime et qui nécessitent une formation particulière des forces de l'ordre, comme ça l'a été dans le monde de la justice. Donc une formation faite en lien avec les associations qui s'en occupent déjà aujourd'hui. Absolument, il faut s'appuyer sur les experts du terrain. Moi, je crois que ces associations connaissent mieux que nous un certain nombre de choses. Vous savez, je suis candidate à la mairie du 17e, mais j'ai pas la prétention de connaître tous les sujets. J'arrive avec mon vécu, mes expertises, mon histoire, mes combats, et je m'entoure de 40 colistières, colistiers, qui sont des hommes et des femmes de grands talents, qui ont tous les âges, qui viennent de tous les quartiers, qui ont des professions variées, et c'est sur eux que je veux aussi m'appuyer pour apporter la réponse la plus complète aux habitants du 17e arrondissement. Alors vous appuyez aussi sur Pierre-Yves Bournazel que vous avez rejoint et que vous soutenez. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait cet engagement-là ? Est-ce que c'est un choix lié à son programme qui correspond dans vos spécialités notamment à ce que vous voulez ? Ou c'est plutôt une idée de vous dire ça correspond après à mes idées globales et en fait j'ai envie d'être dans cette liste de Pierre-Yves Bournazel, acteur majeur, et d'impulser ces idées-là ? Alors, d'abord, je retrouve dans le programme de Pierre-Yves Bournazel les priorités qui sont les miennes. Les priorités, à savoir la place des familles et la place des enfants à Paris. Vous savez, quand je dis que j'aimerais être la mère des familles, c'est pas pour exclure celles et ceux qui n'en ont pas, c'est parce que je suis absolument convaincue que quand on construit une ville où on a envie d'éduquer ses enfants, on a envie de voir grandir ses enfants, et bien en réalité, on construit une ville qui est plus propre, plus sécure, plus joyeuse, plus accessible à toutes et tous. C'est une ville qui est mieux, qui prend plus soin et mieux soin de chacun. Ça, d'abord, je tiens à le dire. Ensuite, sur Pierre-Yves Bournazel, c'est un élu de terrain, un élu compétent, qui est élu depuis des années déjà, qui s'est consacré au 18e dans lequel il a fait sa vie politique, et je crois vraiment que un élu de terrain comme lui, comme Pierre-Yves Bournazel, se ferait un excellent maire de Paris. Ensuite, je crois autre chose. Je crois qu'aujourd'hui, Pierre-Yves Bournazel, c'est le seul candidat qui n'est l'otage d'aucun extrême, et je vois que dans le 17e arrondissement, eh bien, une ancienne élue de Geoffroy Boulard a rejoint une ancienne adjointe, de Geoffroy Boulard a rejoint Sarah Knafo. Je vois aussi qu'il n'y a pas si longtemps, eh bien, Emmanuel Grégoire n'hésitait pas à faire alliance avec la France Insoumise pour faire son siège de député. Et enfin, une dernière chose, c'est que moi, je suis de la société civile et je crois à un certain pragmatisme, et j'ai la volonté de travailler avec toutes les bonnes volontés de droite comme de gauche qui sont dans l'arc républicain. C'est pour ça que je m'inscris au centre de l'échiquier politique, et je crois que les Parisiennes et les Parisiens ont trop souffert ces dernières années de postures d'opposition stériles entre la droite et la gauche, et c'est aussi à ça que je vais répondre. Vous voulez bien accueillir les électeurs de Madame Dati, par exemple, aujourd'hui, ou de Monsieur Grégoire, mais pas d'alliance avec eux, même au second tour. Moi, je suis en campagne pour le premier tour. Mon objectif, c'est de faire le meilleur score, d'être en tête au premier tour, et nous verrons après ce qu'il en sera. Est-ce que c'est dur, parce que vous êtes relié aussi au Parti Renaissance, est-ce que c'est dur de supporter, en tout cas de militer pour un bilan qui est parfois vu comme mauvais, celui du président de la République Emmanuel Macron ? Est-ce que sur le terrain, vous ressentez cette animosité ou pas forcément ? Pas forcément. Écoutez, moi, je fais une campagne qui est, je crois, très positive, à l'image de ce que j'avais envie de porter pour le 17e arrondissement, et je ne ressens pas ce que vous décrivez sur le terrain. Non, on reçoit quotidiennement avec mes équipes du soutien. Et puis, vous savez, moi, cette campagne, elle part aussi de ce constat. Je vous ai dit le départ des familles, la fermeture des commerces, le fait qu'il y a un isolement qui grandit, alors dans toute la France, mais à Paris en particulier, le fait que la santé mentale des jeunes se dégrade, encore une fois dans toute la France, mais aussi à Paris en particulier. Et en fait, en réalité, ce que je veux porter, c'est de ramener de l'animation, du dynamisme et de la joie aussi dans le 17e arrondissement. Donc, moi, j'ai fait une campagne à cette image-là, et franchement, la campagne s'est très très bien passée. J'ai une ultime question, juste pour vous, c'est que vous êtes aussi, j'ai remarqué, vous êtes présenté comme, vous voulez arrêter le fait de se renvoyer la balle entre mairie d'arrondissement et mairie centrale. Comment on fait ? Est-ce que c'est facile à faire si par exemple, c'est pas Monsieur Bournazel qui est élu, mais c'est vous qui êtes élu ? Comment ça s'incarne ça ? Pas Monsieur Boulard, vous voulez dire, pas Monsieur non, Boulard. Pardon, si c'est Monsieur... Pardon, non, je veux dire, si à la mairie centrale, c'est pas Monsieur Bournazel. Mais donc, effectivement, pareil. Mais comment vous vous placez par rapport à ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile de pas se renvoyer la balle ? Parce qu'il y a peut-être un changement
de règles à avoir. Moi, je crois que ce qui est surtout très facile, c'est de se renvoyer la balle. Donc, ça, je crois que mairie de Paris et mairie d'arrondissement ont trouvé une parade très simple pour répondre parfois à leur inaction coupable, c'est de dire c'est pas ma faute, c'est l'autre, ou c'est pas ma faute, c'est l'autre. Et en réalité, moi, je vais vous dire une chose, je suis avocate, je suis pas députée, pourtant j'ai contribué à faire changer des lois ces dernières années, en militant, en faisant appel aux médias, en sachant mobiliser les acteurs de la société civile, en rédigeant des propositions de loi, en proposant des amendements au gouvernement et aux députés. Et en fait, je crois qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être en responsabilité pour impulser des changements. Et je crois qu'en fait, la véritable mission d'un maire d'arrondissement, c'est d'être l'avocat des habitants de son arrondissement, de défendre leurs intérêts et de porter leur voix jusqu'à ce que cette voix soit entendue au Conseil de Paris et à l'Hôtel de Ville. Et c'est ce que je ferai si demain je suis élu maire du 17e. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Notre entretien touche à sa fin. Merci Rachel Flore-Pardo pour ces explications et votre temps sur Fréquence Protestante. Pour rappel, cet entretien est à retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming et sur fréquenceprotestante.com. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.